19h45, la barre info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 18 janvier 2023. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, sort de son silence pour réagir après tout ce qui est en train d'être dit ces derniers temps sur la justice nigérienne, notamment sur les juges. Le Saman tient à rassurer l'opinion nationale avant de rappeler l'exécutif à l'ordre dans une déclaration ce mercredi 18 janvier 2023. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Chebou Iguisso. Déclaration de presse. Cette sortie médiatique du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, vise à rassurer l'opinion nationale de la ferme détermination des magistrats du Niger à combattre la corruption dans toutes ses formes, particulièrement en milieu judiciaire. Le Saman reste convaincu que la justice est le seul gage de la construction, mais aussi du développement de tout pays. À titre illustratif, c'était en toute indépendance de pensée et d'action que le Saman a fait le choix du thème central du 10e congrès statutaire tenu du 28 au 29 août 2021 sur la corruption en milieu judiciaire, preuve à suffisance de son engagement à lutter contre la corruption, y compris en son sein. Le Ben Saman condamne la propension prise par les discours politiques au mépris du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, comme en attestent les récentes déclarations du président de la République lorsqu'il disait avoir ordonné au procureur de la République de donner suite avec diligence au dossier à lui transmis par la Harcia. Le Ben Saman rappelle au président de la République, garant du respect du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, qu'il ne peut être légalement l'interlocuteur du procureur de la République, a fortiori lui donner des instructions. Pour permettre aux juges nigériens de travailler en toute indépendance, le Saman demande aux autorités nigériennes de créer toutes les conditions nécessaires. Au Saman, nous restons convaincus qu'une lutte sans faille contre la corruption passe nécessairement par la création de conditions idoines de mise en œuvre effective de la séparation des pouvoirs, à savoir l'adoption sans délai de la nouvelle loi sur le Conseil supérieur de la magistrature dans le sens d'extirper de sa composition les représentants du pouvoir exécutif et législatif. L'adoption d'un plan de carrière des magistrats définissant des critères objectifs et transparents de nomination, d'affectation et de promotion des magistrats. La réforme du statut des magistrats du parquet pour qu'ils soient plus indépendants vis-à-vis de l'exécutif de l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le Ben Saman rappelle que l'efficacité de la lutte contre la corruption doit s'inscrire dans une dynamique globale et impartiale afin de vaincre l'inertie de certains acteurs et le doute de nos concitoyens. Pour montrer sa bonne foi de rendre la justice en toute impartialité, le Ben Saman exige du gouvernement la transmission sans délai aux juridictions compétentes des différents rapports de la Cour des comptes, de la Halcia, des inspections d'État et des finances faisant cas de diverses malversations financières et de détournement de deniers publics. La levée de tous les obstacles juridiques et judiciaires liés à la poursuite contre les parlementaires et membres du gouvernement. Le Ben Saman rassure l'opinion publique de son engagement inébranlable à se dresser contre toute entreprise de fragilisation de l'institution judiciaire et encourage l'ensemble de ses militants à œuvrer inlassablement et comme à l'accoutumée pour une justice de qualité, crédible, humaine, rendue dans le strict respect de la règle du droit. Cette réaction du bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, fait suite à certains griefs contre les juges, mais aussi à l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, a lancé un préavis de grève de 48 heures sur l'ensemble du pays à partir du mercredi 25 janvier prochain. À travers ce préavis, l'ITN s'insurge contre le non-respect des engagements du gouvernement vis-à-vis des revendications des travailleurs. Ismaël Moumni Nasser Seyd. Les travailleurs affiliés à l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN seront en arrêt de travail de 48 heures à compter du mercredi 25 janvier prochain, et cela sur l'ensemble du territoire national.
Ce préavis de grève fait suite aux revendications des travailleurs qui sont toujours en souffrance. Les centrales membres de l'ITN, à travers leur cahier de doléances qui comporte essentiellement 13 points, ont identifié 4 points parmi les 13 pour faire de ces points des points préalables. Et ces points-là, je les rappelle, il s'agit de l'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État, il s'agit de l'octroi d'une prime de départ à la retraite et la revalorisation du SMIC. Il s'agit de la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Il s'agit aussi de la question des incidences financières liées au reclassement et aux avancements. Donc, et aussi une autre question que nous avons estimé qu'il est extrêmement important de l'inclure ces derniers temps, c'est la question de la cherté de la vie. Alors, à travers ce que l'ITN a demandé, vous conviendrez avec moi que les 4 questions-là, l'ITN, si elle demande la satisfaction de ces 4 questions-là, elle n'a pas demandé l'impossible. Si cette grève arrive à se concrétiser, cela va paralyser le fonctionnement de l'administration. Par rapport au préavis, en tout cas jusque-là, on n'a pas reçu un appel par rapport au préavis. Et ce qui n'est pas du tout souhaitable, parce que il faut aussi reconnaître que ce n'est pas un choix. Les centrales syndicales n'ont pas choisi d'aller en grève. Mais si les préoccupations que nous avons posées dans notre cahier de doléances, et de surcroît des préoccupations qui ont déjà fait l'objet d'accord, ne trouvent pas satisfaction jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous avez vu la mobilisation que nous avons réussi à faire à travers l'Assemblée générale que nous avions animée il y a 2 semaines de cela à Djadségou. Vous avez vu, les travailleurs ont quand même massivement répondu à l'appel, n'est-ce pas, des animateurs de la Coordination nationale de l'ITN. Et cela prouve que cette grève-là, elle va susciter l'attachement de pratiquement tous les Nigériens. L'ITN qui regroupe ces différentes centrales syndicales, à savoir la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL, Niger, la Confédération nigérienne du travail, CNT, l'Union syndicale progressiste des travailleurs, ISPT, et l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, ISTN, restent déterminés pour mener la lutte jusqu'à gain de cause, selon le coordinateur trimestriel. Voilà, aux dernières nouvelles, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, sera reçu demain au palais de la présidence pour parler. Affaire donc à suivre. C'est devenu une tradition à l'université, l'enregistrement des étudiants pour la répartition des logements, un véritable calvaire. Calvaire auquel les responsables syndicaux ont décidé de hausser le ton cette année. Boubacar Ibrahim, Alidou Bourema. À chaque rentrée universitaire, se faire enregistrer pour l'acquisition des lits à l'université Abdou Moumouni de Niamey relève d'un véritable parcours de combattant. Une situation qui va en déphasage avec le nombre des étudiants et celui des lits existants. Outré, le secrétaire général de l'Union des étudiants à l'université de Niamey associe le calvaire à une incapacité gouvernementale. Aujourd'hui, avec plus de 40 000 étudiants que regorge l'université Abdou Moumouni de Niamey, on ne dispose que 1200 lits pour les camarades garçons et moins de 500 lits pour les camarades filles. Là, l'enregistrement pour des camarades filles a été effectué. Dans tout ça, là, nous avons eu à faire des tapages médiatiques. On est parti rencontrer les autorités. Et à chaque fois quand on part, on nous dit le président de la République même a le souci de cette question académique, de cette question de la vie des étudiants. Mais à chaque instant, à chaque fois après notre départ, c'est le statu quo. Et aujourd'hui, vous avez vu de vous-même, la situation est tellement déplorable, puisque ces camarades que vous voyez derrière nous, ils ont passé la nuit ici en train de faire la queue et attendre l'enregistrement. Jusque-là,
on n'a aucun signe qui démontre qu'il y a une volonté manifeste de construire. Ils sont en effet nombreux les étudiants dont la plupart sont ceux venus de l'intérieur qui passent la nuit et restent tout de côté pour uniquement se faire enregistrer. D'où cette mise en garde de Salou Draman qui dit que trop c'est trop. C'est uniquement au Niger que c'est les étudiants qui partent vers les autorités académiques et politiques pour les demander et leur dire voilà ce qu'il faut faire. Dans d'autres pays qui se respectent, même une seule journée, une heure de temps de grève, c'est une perte pour l'économie nationale. Mais au Niger, on n'a rien à craindre. C'est uniquement lorsque c'est les enseignants-chercheurs qui partent en grève que l'État bouge parce que tout simplement, ils sont dans la même marmite, ils mangent dans la même marmite, ils préparent dans la même marmite. Mais quand c'est les étudiants, on n'a rien à foutre. Eh bien, ils devront comprendre une chose. Nous avons ce qu'on appelle la force, la jeunesse. Et ils devront comprendre qu'il y a une bombe à retardement qui risque de s'exploser ici à l'université Abdou Moumouni. Et que nous sommes prêts à mourir en avançant que de mourir en reculant. À rappeler qu'au-delà de cette question d'enregistrement à laquelle les étudiants demandent réparation, nombreuses sont les autres situations qui n'offrent pas de meilleures conditions d'études. Comme tous les mercredis, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique qui va se pencher sur le thème l'état de siège, l'état d'urgence. Ce thème nous sera développé par le juriste Alfred Emmanuel, également président du Raza Presse. Très bonne réception à vous. La constitution du Niger, c'est-à-dire la 7e constitution, la constitution de la 7e République, en son article 105 a prévu la question de l'état de siège. Et en France, par exemple, c'est déjà une vieille législation, puisqu'elle remonte aux lois du 9 août 1849 et du 3 avril 1878. Et au Niger, c'est la constitution de la 7e République qui l'a prévu. Concrètement, à quoi est-ce que l'état de siège nous renvoie? Ou dans quelle situation ou dans quelles circonstances l'état de siège est proclamé? Alors, l'état de siège peut être déclaré en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Et au terme de l'article, par exemple, 36 de la Constitution française, l'état de siège doit être déclaré en Conseil des ministres. Et au-delà de 12 jours, sa prolongation doit être autorisée par le Parlement. Et je pense que nous avons également le même schéma au Niger. Et quand nous prenons le contexte du Niger, au-delà de 15 jours, à la différence de la France où, au-delà de 12 jours, sa prolongation est demandée au Parlement. Au Niger, au-delà de 15 jours, sa prolongation est autorisée par l'Assemblée nationale. Et je crois que si vous avez, ou bien vous suivez l'actualité, vous allez voir un peu partout, dans le cadre du conflit qui est en vigueur, ou bien qui se passe sur le territoire national, vous savez, à maintes reprises, le Parlement nigérien a eu à proroger. Donc, vous voyez, donc, au-delà de cette période, au Niger, nous avons cette autorisation qui est expressément donnée par le Parlement afin de la prolongation de l'état de siège. Mais l'état de siège entraîne également un certain nombre de conséquences, parmi lesquelles nous pouvons énumérer, et l'une qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire le transfert de l'autorité civile à l'autorité militaire. Nous nous retrouvons ici dans une situation exceptionnelle. Rappelez-vous tout à l'heure, quand je présentais le contexte, je disais que c'est une situation dans laquelle nous sommes en face d'un péril imminent pour la nation, ou en cas d'insurrection ou d'attaque étrangère. Donc vous voyez que c'est une situation extrêmement grave. Et pendant cette situation-là, nous assistons au transfert de l'autorité civile à l'autorité militaire, c'est-à-dire que les gouverneurs des régions, les préfets, etc., qui, avant la situation de l'état de siège, exerçaient l'autorité, vont se voir retirer temporairement cette autorité et qui sera désormais
confiés à l'autorité militaire afin de faire face à la situation dans laquelle nous sommes. Ça, c'est le premier aspect, les pouvoirs de police. Et pour ouvrir une parenthèse, nous avons, dans le cadre de notre étude sur la police administrative, vu le pouvoir qui est dévolu à un certain nombre d'autorités. Donc la police administrative, exactement, c'est ce mécanisme qui permet à certaines autorités civiles de pouvoir asseoir l'ordre de la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et la moralité publique. Donc c'est l'action de légiférer, l'action de réglementer tous ces secteurs que nous appelons police administrative. Et dans le cadre de l'état de siège, les autorités civiles, telles que je l'avais défini tout à l'heure, les gouverneurs, les préfets, les maires, etc., qui exerçaient le pouvoir de police administrative, se verront retirer ce pouvoir et qui désormais sera confié à l'autorité militaire parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Ça, c'est la première conséquence de l'état de siège. La deuxième conséquence, c'est l'extension. Non seulement que le pouvoir des autorités civiles est transféré aux autorités militaires dans l'état de siège, mais deuxièmement, le pouvoir des autorités, ici, le pouvoir de police est étendu. Cela veut dire qu'il y a un accroissement de l'autorité. Parce que, justement, nous ne sommes plus dans une période normale, dans une situation normale. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Ce qui fait appel à l'application également des mesures exceptionnelles pour faire face à la situation. Vous avez également des mesures exceptionnelles telles que les perquisitions de jour comme de nuit. Sinon, en temps normal, pour mener une perquisition au domicile des paisibles citoyens, il faudrait une autorisation de la justice. C'est-à-dire que les perquisitions sont organisées. Il faut qu'il y ait un mandat de perquisition. Et c'est également réglementé. C'est-à-dire, avant 6 h du matin, vous ne pouvez pas perquisitionner le domicile des citoyens. Et avant 21 h également, après 21 h, vous ne pouvez pas. Donc, du coup, vous voyez, c'est réglementé. Mais pendant la période exceptionnelle de l'état de siège, les perquisitions sont autorisées de jour comme de nuit, comme c'est une situation exceptionnelle. Donc, là également, vous avez un transfert de pouvoir aux autorités ou bien aux tribunaux militaires. En situation normale, le pouvoir judiciaire est exercé par les autorités civiles judiciaires. Mais dans la situation de l'état de siège, le pouvoir ici est transféré, surtout en temps de guerre, il est transféré aux tribunaux militaires qui assurent ici la répression des crimes et des délits qui sont commis contre la sûreté de l'État, qui relèvent normalement de la juridiction judiciaire. Donc, concrètement, l'état de siège qui est prévu par la Constitution nigérienne, la Constitution de la 7e République en son article 105, prévoit tout simplement que, dans cette situation, le pouvoir des autorités civiles est transféré aux autorités militaires. Et là, c'est la situation que j'ai décrite tantôt, que je rappelle, qu'elle est appliquée, ou bien qu'elle est proclamée, cet état du siège, en cas de péril imminent qui résulte d'une guerre étrangère, par exemple quand un État est en guerre avec un autre État. Là, l'état de siège peut être proclamé. Ou bien quand il s'agit d'une insurrection à main armée. Donc, dans toutes ces conditions-là, l'état de siège est proclamé. Donc voilà schématiquement ce que nous pouvons retenir sur l'état de siège qui est prévu par les textes du Niger, notamment la Constitution de la 7e République en son article 105. Maintenant, s'agissant de l'état d'urgence est différent de l'état de siège. Là, l'état d'urgence est ou bien peut être déclaré soit en cas d'atteinte grave. Retenez la différence avec l'état de siège. À la différence de l'état de siège qui est proclamé en cas de péril imminent pour la nation ou en cas d'insurrection armée, ici, l'état d'urgence est proclamé ou bien peut être proclamé en cas d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas de calamité publique sur tout ou partie du territoire national.
Commentons un peu ces deux concepts. La calamité publique peut être par exemple une pandémie. Pandémie, c'est vrai à échelle mondiale, planétaire, mais ça peut être aussi une épidémie. Calamité publique, ça peut être un danger qui guette toute la nation. Calamité publique, ça peut être une maladie à outrance qui met en péril la nation. Calamité publique peut être par exemple une situation environnementale à grande échelle qui remet en cause ou bien qui met en danger la vie des personnes et des biens. Vous avez également les atteintes graves à l'ordre public. La Constitution du Niger a prévu l'unité, le caractère unitaire de l'État. Elle est une et indivisible. Et dès l'instant où des situations portent atteinte à la forme républicaine de l'État, portent atteinte à l'ordre public national, portent atteinte à la sécurité publique, et bien dans ces situations-là, l'état d'urgence peut être proclamé. Et l'effet également normal que l'état d'urgence prévoit également dans cette situation ou bien à l'image, oui, de l'état de siège, c'est l'extension des pouvoirs de police au profit soit du préfet, du ministre de l'Intérieur, qui également assure l'exercice de la police administrative. Et dans cette situation-là, leur autorité peut se voir étendue. Maintenant, je voulais relever ici une différence majeure avec l'état de siège. Si vous vous rappelez, dans l'état de siège, nous avons expliqué que le pouvoir qui normalement est exercé par les autorités de police administrative, c'est-à-dire le maire, les gouverneurs, les ministres, etc., ici est transféré aux autorités militaires dans la situation de l'état de siège. Mais dans l'état d'urgence, cette fois-ci, ce sont les autorités civiles qui ici conservent toujours leur pouvoir, mais se voient ici dans une certaine mesure d'extension de pouvoir. C'est-à-dire leur pouvoir ici est étendu. Pourquoi? Pour faire face à la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes. Alors que dans l'état de siège, le pouvoir est transféré aux autorités militaires. Et dans l'état d'urgence, les mêmes autorités vont voir leur pouvoir étendu. Et c'est pourquoi nous parlons souvent de la mise en parenthèse des droits et libertés. Attention, il faudrait que le concept soit clair et que la notion soit bien comprise. La mise en parenthèse des droits et libertés ne veut pas dire qu'en situation normale, en temps normal, que les autorités civiles ou militaires violent les droits humains, violent la liberté des citoyens. Non. Les libertés fondamentales sont essentielles et elles sont garanties par la loi fondamentale qui est la Constitution. Et les autorités civiles ou militaires sont appelées à leur respect effectif. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'en temps de péril ou bien en temps d'atteinte grave à l'ordre public ou en cas, si vous voulez, de calamité publique, c'est qu'il y a une situation exceptionnelle. Donc là, les droits humains ou bien les libertés publiques peuvent être mises entre parenthèses pour un temps. Le temps qu'on revienne à une situation normale. Et dans cette situation, les autorités civiles vont voir leur pouvoir étendu. Et là, l'extension de ce pouvoir veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, la liberté de circulation, la liberté d'aller et de revenir peut être limitée. Si avant, les populations sont libres de sortir à n'importe quelle heure, on peut dire désormais, au vu de la situation en présence, eh bien la liberté d'aller et de revenir est limitée dans une certaine mesure. Si vous vous rappelez, pendant la situation de Covid, on a assisté à des couvre-feux. On a assisté à des situations dans lesquelles on ne pouvait pas sortir à n'importe quelle heure. Et souvent même les restaurants, les magasins ferment à une certaine heure. Et je crois que jusqu'à preuve du contraire, dans certains pays, aujourd'hui, il y a encore cette restriction des libertés. Pourquoi? C'est à cause de la situation. Et là, c'est de l'intérêt général. C'est dans le but d'assurer une certaine sécurité des personnes et des biens. Pour terminer sur la situation de l'état d'urgence. Donc là, les autorités civiles vont voir leur pouvoir étendu et donc seront appelées à mettre entre parenthèses quelque part les libertés. Elles vont restreindre la liberté des citoyens, elles vont restreindre la liberté de commerce, la liberté d'industrie, peut-être la liberté d'aller et de venir, etc. Mais ceci, c'est pour un temps, ce n'est pas de manière permanente, c'est le temps que nous revenons à l'état normal, à la fin de la situation qui a provoqué le déclenchement ou bien la proclamation
de l'état d'urgence. Une fois que la situation disparaît, eh bien, les autorités civiles vont revenir à leur pouvoir ancien et donc les droits et les libertés seront respectés. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur l'état de siège et l'état d'urgence. Je vous remercie.